Bonjour Marie-Laure Raffin-Sanson. Est-ce que vous aurez besoin de distribuer du matériel? Vous avez En fait, votre présentation PowerPoint? voilà, j'ai D'accord. une présentation PowerPoint. Le plus simple, ce serait que je partage l'écran si ça vous convient. Et puis après ça, je peux en faire un PDF que je vous enverrai à la fin de la séance. Je peux vous l'envoyer par mail. Je peux faire un PDF de la discussion. Je peux peut-être faire ça aussi si vous souhaitez. Je vous remercie, je crois que c'est très bien. Nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis très heureux de présenter le professeur Marie-Laure Raffin-Sanson, qui est médecin au service d'endocrinologie et de nutrition du CHU Ambroise Paris à Boulogne, et qui est membre aussi de l'équipe d'accueil 4340 de la faculté de médecine de Paris, Île-de-France-Ouest. Je lui laisse immédiatement la parole. Le sujet de sa présentation est Pourquoi mangeons-nous? Conséquences sur la prise de charge des personnes en obésité. Je vous remercie beaucoup. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de cet échange un petit peu particulier dont je n'ai pas l'habitude mais que j'apprécie beaucoup. Je voulais tout d'abord vous demander si c'est possible de poser les questions au fur et à mesure, si vous le souhaitez. C'est une façon qui peut être, enfin bien sûr, il y aura un temps de discussion aussi à la fin, mais ça peut me permettre, comme je n'ai pas forcément l'habitude d'interagir de cette façon, ça me permettra de m'adapter, si vous voulez, si vous souhaitez que j'approfondisse certains points et puis que je passe sur d'autres. Très bien, merci beaucoup. Nous allons faire comme ça. Merci. Donc, l'appétit et la prise en charge des personnes en obésité s'intègrent dans un contexte historique et géographique que je voudrais aborder en premier. D'abord, une définition, et c'est important de le souligner, l'obésité, c'est une maladie. L'OMS reconnaît en effet l'obésité comme un excès de masse grasse préjudiciable à la santé, et on parle comme d'une maladie liée à un déséquilibre entre les apports en énergie et les dépenses d'énergie. Et ça, c'est important parce qu'en France, l'obésité n'est pas reconnue encore pour l'instant comme une maladie, tandis qu'à l'échelle mondiale, ça l'est. Donc, comment est-ce qu'on définit l'obésité? C'est très arbitraire. Donc, on calcule ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Et en fonction de l'indice de masse corporelle, on définit une corpulence normale entre 18 et 25, un surpoids à partir de 25 et une obésité au-delà de 30 kg par mètre carré. Donc ça, c'est une définition qui est un peu limitative, car bien sûr, elle n'est pas valable chez les grands sportifs, elle n'est pas valable chez les Asiatiques, par exemple, elle n'est pas valable chez les plus jeunes, chez les enfants ou chez les adolescents. Donc tout ça, c'est une simplification dont on se servira néanmoins pour le restant de l'exposé, dont on se sert surtout en médecine pour aider les patients. Donc, une personne en obésité va subir un certain nombre de niveaux de discrimination. D'une part, comme on l'a dit, c'est une maladie, c'est un fardeau pour la santé. D'un point de vue mécanique, parce que surtout à partir d'un certain âge, l'obésité s'accompagne de difficultés pour se mouvoir. Donc, une limitation de l'autonomie qui peut survenir à un âge auquel beaucoup plus tôt que pour des personnes de poids normal. Et puis, l'obésité est associée à un certain nombre de ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies du cœur, du rein, des articulations, des troubles du sommeil, et puis des problèmes métaboliques, le diabète et l'hypertension, par exemple. Globalement, l'obésité diminue l'espérance de vie. Et pour vous donner une idée, pour un homme qui a une obésité marquée déjà, avec un IMC à 35 à l'âge de 30 ans, il va perdre 3 ans d'espérance de vie. Mais s'il a un IMC témoignant d'une obésité très sévère, à 45, il va perdre 13 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire une réduction de son espérance de vie de plus de 20%. Outre ce fardeau pour la santé, c'est aussi un fardeau social. Et ce fardeau, et bien sûr, touche les hommes et les femmes, mais plus les femmes. C'est une discrimination à l'emploi. C'est des personnes qui gagnent moins d'argent. Ici, c'est une étude américaine qui voulait souligner un petit peu ce fardeau
économique que subissent les personnes en obésité. C'est aussi le fait que les hommes et les femmes qui sont en obésité sont moins souvent en couple, ont moins souvent des enfants. Bref, tout ça constitue une perte de chance en quelque sorte et surtout une diminution de la qualité de vie. Alors, à l'échelon mondial, il y a environ 12% des adultes qui sont en obésité. Et quelque chose qui est un petit peu étonnant, qui interroge, c'est le fait que le pourcentage de personnes obèses augmente de façon constante sur 30 ou 50 dernières années. Et cela nous permet de replacer un petit peu l'obésité dans un contexte socio-économique, géographique et historique. Donc, il y a une tendance à l'échelon mondial qui est un petit peu représentée ici, qui est assez visuellement claire, c'est-à-dire que dans tous les pays, on a plus de personnes en obésité dans les années 2020 que dans les années 1980. Et c'est assez... la tendance est à peu près présente partout, mais avec des disparités régionales. Et vous voyez qu'il y a des pays qui sont un petit peu moins touchés. Et là, on ne parle que des pays de l'OCDE. Si on se place à un échelon plus large, ici, c'est le pourcentage, j'ai choisi de représenter pour une fois le pourcentage de femmes en obésité en fonction des régions du monde. Donc, on peut voir qu'il y a aussi de fortes disparités, des pays qui ont moins de 5% de femmes en obésité. Donc, c'est l'Asie du Sud, l'Inde et c'est l'Afrique subsaharienne. Et puis, des régions qui sont avec une prévalence moyenne, disons, on peut voir là l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et puis, au contraire, des régions qui sont très touchées. Et on peut citer, par exemple, l'Afrique du Nord, la péninsule arabique et puis les États-Unis. Alors, en dehors de la prévalence à haut T, c'est-à-dire à l'époque à laquelle cette étude a été faite, je voudrais souligner aussi une notion d'évolutivité. Donc, chez des femmes et des adolescentes sur 40 ans, on peut distinguer différents types d'évolution. Même si l'augmentation est présente dans tous les pays, on va voir que l'augmentation du pourcentage de personnes obèses est plus rapide dans certains pays. Donc ici, par exemple, l'Afrique subsaharienne, où la prévalence de l'obésité est faible, elle augmente, mais pas tant que ça. Si on se place ici dans des pays où on a vu qu'il y avait une obésité qui était relativement importante, on a par exemple en Afrique du Nord, en Polynésie, en Amérique centrale, ou Amérique du Sud, on a une augmentation assez forte, une prévalence qui est forte au début de l'étude et une augmentation assez forte. Et puis, on a des pays où la situation semble se stabiliser à un niveau un petit peu élevé, comme en Europe, et où elle se stabilise à un niveau un petit peu plus faible, comme en Asie, quand les pays de revenus économiques plus élevés d'Asie. Voilà, donc on peut dire que l'obésité est influencée par le contexte géographique et l'histoire contemporaine. Et il y a un épidémiologiste qui s'appelait Lack qui a proposé qu'il y ait une dynamique dans l'évolution de l'obésité dans une population et qui distingue 3 stades. Donc le premier stade qui est caractérisé par, ici sont les femmes, c'est la prévalence de l'obésité que vous voyez ici indiquée, le pourcentage de personnes en obésité. Donc les femmes, par exemple, dans ces pays qui sont au stade 1, le niveau d'obésité est faible chez les femmes qui ont des revenus bas. Et au contraire, les femmes qui ont des hauts revenus, qui sont dans des familles qui ont des hauts revenus, ont une prévalence d'obésité plus forte. Autrement dit, chez ces personnes, l'obésité est un signe de richesse et témoigne de revenus plus satisfaisants. Et c'est le cas pour les pays d'Asie du Sud, par exemple l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Et puis, on a un deuxième stade auquel appartient, par exemple, le Moyen-Orient, où l'obésité a augmenté, que ce soit chez les familles de bas revenus ou de revenus plus élevés. Et là, les hommes ont une obésité qui n'avait pas au stade 1. Donc, les hommes et les femmes sont plus souvent obèses. Et la différence entre les personnes de revenus élevés et les personnes de revenus plus faibles s'est estompée. Et puis, le troisième stade, c'est celui qu'il y a en Europe, où au contraire, l'obésité est un marqueur de faibles revenus et de précarité socio-économique, et en particulier chez les femmes qui ont des salaires ou des revenus plus élevés, au contraire, vont avoir un plus faible niveau d'obésité.
Et donc, l'hypothèse, c'est que les pays évoluent comme ça en fonction du stade de développement socio-économique. Lorsque le niveau de développement s'élève dans un pays, l'obésité augmente. Et puis, lorsque le niveau augmente encore, le revenu par habitant augmente encore, eh bien, on stabilise, voire on tend à diminuer le pourcentage de personnes en obésité. Voilà, donc au niveau de la France, c'est un petit peu pareil. Vous voyez ici le pourcentage de population en obésité en France en fonction de la date de l'étude, donc entre 1997 et 2009. Et puis, vous avez ici la prévalence de l'obésité en France, toujours en fonction du revenu. Et donc, vous voyez que les personnes qui ont un revenu familial inférieur à 900 € par mois vont avoir une plus forte prévalence de l'obésité et une plus forte augmentation, tandis que dans les familles où le revenu est plus important, là, on va avoir une fréquence d'obésité plus faible et pas d'augmentation finalement dans le temps. Il y a eu une stabilisation. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que notre alimentation et notre poids sont fortement influencés par le contexte culturel, mais aussi, ce qui est moins évident, par le contexte socio-économique. Et donc, c'est le premier élément qu'on retiendra qui influence notre alimentation et notre poids. Alors, d'autres éléments sont importants dans le déterminisme du poids et on va voir dans le déterminisme de l'appétit. Donc, je vais passer. Dans les diapositives suivantes, je voudrais vous montrer l'importance du rôle de la génétique dans le déterminisme du poids. Donc, tout d'abord, il va falloir aborder quelques notions de physiologie, où on va retrouver un petit peu la notion d'appétit, qu'on a beaucoup abordé sur lequel on a eu des notions dans le premier topo. Donc, le tube digestif, quand il va recevoir des aliments, va être capable de sécréter des hormones qui vont ensuite avoir un effet sur la prise alimentaire. Il y a deux niveaux de contrôle de la prise alimentaire. Un niveau qui se passe à court terme, qui est contrôlé par des hormones fabriquées par le tube digestif. Les hormones qui sont indiquées ici, qui sont par exemple la gréline, le GLP-1, et aussi une autre hormone dont on parlera beaucoup, la leptine, l'hormone qui rend mince, qui est fabriquée par le tube digestif au moment des repas. Donc, ce premier niveau, on le comprend facilement, on l'expérimente tous. Quand on mange, eh bien, d'une façon ou d'une autre, au bout d'un certain temps, notre cerveau est averti que l'estomac était plein, qu'on avait reçu ce dont on avait besoin comme aliment, comme calories. Et du coup, on arrive via une boucle qui passe par l'hypothalamus et le système nerveux central à une balance entre l'appétit et la satiété. Les aliments deviennent moins attirants et la prise alimentaire va diminuer. Donc, c'est une première boucle de régulation sur le court terme. Et ce qu'on expérimente moins, mais qui est important à connaître, c'est une boucle de régulation du poids sur le long terme. C'est-à-dire que cette hormone, la leptine, est non seulement fabriquée au niveau du tube digestif pendant les repas, mais elle est aussi fabriquée par le tissu adipeux en fonction du volume de tissu adipeux. Autrement dit, si on a un volume de tissu adipeux qui augmente de façon excessive pour l'organisme, cette hormone est fabriquée, elle indique à l'hypothalamus que le volume de réserve est suffisant, le système nerveux central transmet, et on arrive également à une régulation de la prise alimentaire, une diminution de l'appétit, une augmentation de la satiété, les aliments deviennent moins attirants, la prise alimentaire diminue, et en même temps, la dépense énergétique va varier de façon inverse. C'est-à-dire que le système nerveux va contrôler les deux choses. Il va contrôler la dépense énergétique qui peut être modulée par le cerveau et la prise alimentaire qui est de façon beaucoup plus évidente modulée par le cerveau. Alors, sur ce système peuvent bien sûr intervenir des éléments extérieurs, les stress, les éléments de vie négatifs qui peuvent influencer sur l'appétit, les stimuli visuels et olfactifs, les habitudes sociales, la façon dont on prend les repas, etc. etc. Donc, pour chacun de ces points, il y a bien entendu pour tout ce système physiologique, il y a un certain nombre de protéines qui sont en charge de tout cela. La conséquence de cette boucle que je vous ai montrée, ou plutôt de ces deux boucles, régulation à court terme et régulation à long terme, c'est que chez la majorité des individus, le système est très bien fait et va permettre sur le long terme un poids stable tout au long de la vie à quelques kilos près. Ça marche chez beaucoup, ça marche très très bien. La deuxième conséquence de cette boucle de régulation, c'est que si une personne souhaite modifier son poids,
son organisme va mettre tout en œuvre pour retrouver son poids d'équilibre. Donc, aussi bien une modification de son appétit qu'une modulation de ses dépenses énergétiques. Quelqu'un qui cherche à perdre du poids va du coup avoir tout son organisme qui va lutter pour revenir au poids de base en augmentant son appétit, en diminuant ses dépenses énergétiques. Et enfin, le troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est que des anomalies génétiques peuvent rendre le fonctionnement de ce système moins performant, voire défectueux chez certaines personnes, qui n'auront donc pas la chance d'avoir, comme la majorité des individus, un système qui se maintient stable tout au long de la vie. Et dans la diapositive suivante, je voudrais vous montrer un petit peu quelles sont les anomalies génétiques qui peuvent rendre ce système défectueux. Donc, on va tout d'abord avoir un focus sur l'hypothalamus. Et dans l'hypothalamus, on va parler un petit peu des groupes de neurones qui vont transmettre le signal de la leptine. Donc, la leptine, soit qu'elle soit fabriquée après un repas dans le tube digestif, soit qu'elle soit fabriquée en fonction du volume de tissu adipeux, va agir sur des récepteurs situés sur des neurones. Et là, il y a deux circuits qui vont se renforcer l'un l'autre, un circuit orexigène qui augmente l'appétit, un circuit anorexigène qui a l'effet inverse. Et donc, la leptine va activer le circuit anorexigène et au contraire, inactiver le circuit orexigène, d'où une adaptation de l'appétit et de la dépense énergétique. Si on a des animaux qui sont déficients dans chacune de ces protéines, parce que le gène qui les fabrique est déficient, on va avoir des obésités massives. Voici ici l'exemple d'une souris qui est déficiente en leptine. Eh bien, par rapport à une souris de poids normal, vous avez un poids qui est multiplié par 2. C'est comme si quelqu'un qui, au lieu de peser 60 kg, pesait 120. Donc, l'effet est majeur d'une disparition de la leptine. De même, si le récepteur de la leptine est déficient chez d'autres animaux, vous voyez que là aussi, la souris est atteinte d'une obésité majeure par rapport à un animal de poids normal. Et d'autres points, d'autres protéines cibles sur cette même voie vont donner le même effet. Ici, vous avez ce qu'on appelle une souris agoutie qui est déficiente dans un élément de ce circuit anorexigène, dont cette souris, elle va être, non seulement elle est obèse, mais elle est jaune parce qu'elle ne fabrique pas non plus le pigment qui lui permet d'avoir une couleur de pelage plus brune. Et ici, voilà l'exemple d'une souris déficiente en un autre récepteur qui se trouve sur le même circuit. Donc, l'existence de ces modèles de souris déficientes vous indique bien que la génétique peut jouer parfois un rôle extrêmement important dans le développement de certaines obésités. C'est vrai chez le rongeur et c'est vrai dans l'espèce humaine. Donc, je voulais vous donner un exemple ici d'une petite fille qui est déficiente en leptine. Et voilà sa courbe de poids, par exemple, tout au long des années, de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Ici, vous avez le poids comme on le représente sur le carnet de santé. Vous avez les courbes de poids sur un carnet de santé avec l'évolution normale du poids, plus 2, moins 2 déviations standard. Et ici, le poids de cette petite fille qui déjà à l'âge d'1 an pesait une vingtaine de kilos. Et puis vous voyez qu'au moment où on a commencé le traitement à l'âge de 8 ans, elle en pesait 90. Donc, le traitement par leptine a heureusement pu lui être donné et son poids a diminué. Vous voyez ici, par exemple, les photos d'un jeune garçon qui avait un déficit congénital en leptine. À l'âge de 3 ans, il avait une obésité très sévère. 1 an après traitement par la leptine, il a retrouvé un poids tout à fait normal pour son âge. Alors, ce sont bien sûr des cas exceptionnels. On ne peut pas traiter les personnes obèses par la leptine parce que la cause de l'obésité est rarement un déficit en leptine, mais cela met le doigt sur l'importance de facteurs génétiques dans le fait de développer certains types d'obésité. Certaines obésités très sévères sont à 100% d'origine génétique. Parfois, c'est des lésions mécaniques de l'hypothalamus, par exemple par des tumeurs qui peuvent donner certains types d'obésité. Dans l'obésité commune, les choses sont beaucoup moins nettes. Les facteurs d'environnement sont beaucoup plus importants et on considère qu'il y a environ 50% d'héritabilité dans le poids d'un individu. Alors, comment est-ce que certains gènes peuvent conduire à un poids plus important? Excusez-moi, puisque vous avez donné l'autorisation de vous interrompre, j'aurais voulu juste je n'ai pas entendu 50% d'irritabilité. D'héritabilité, c'est-à-dire 50%. Ah, d'accord. Oui, excusez-moi, je n'avais pas lu la diapo. 50%. D'accord.
Donc, les gènes qui favorisent un poids plus important ont parfois été favorisés par l'évolution. Ils ont été favorisés par l'évolution. C'est la façon dont les médecins contemporains conçoivent le fait que le poids d'un individu tend à augmenter quand il est dans un environnement qui a changé au fur et à mesure des années. Les gènes que nous avons, qui sont hérités de nos ancêtres, leur ont permis de résister à des périodes de disette ou de famine. Et ce sont ces gènes qu'on dit économes qui sont préférentiellement transmis à leurs descendants. Donc, nous sommes tous descendants d'individus qui ont été soumis à des périodes de carence, de disette, plus ou moins récemment en fonction du pays dans lequel ont vécu nos ancêtres. Et la plupart d'entre nous sont porteurs de gènes qui exposent à une prise de poids qui est inappropriée en période d'abondance. Ces gènes ont permis à des générations d'humains de survivre lorsque la nourriture était rare. Et à présent que sur l'ensemble de la planète, sur la majorité de la planète, la nourriture est plus abondante, on explique comme ça le fait que la majorité des individus augmentent de poids. Alors, je voudrais maintenant parler d'une voie métabolique particulière. C'est une donnée physiologique récente qui rejoint un petit peu la façon dont les mammifères vont choisir les aliments. On a parlé pour l'intervention précédente de certains aliments qui étaient choisis. Comment est-ce que les animaux, on a parlé des plantes, mais on a parlé un petit peu des animaux aussi, comment est-ce que certains animaux choisissent, enfin comment les animaux choisissent leurs aliments. Donc, je voudrais détailler une voie métabolique qui a été découverte récemment et qui met un petit peu l'accent sur le fait que la sélection de certains aliments riches est favorisée dans l'évolution. Donc, par exemple, l'exemple du saccharose. L'appétence pour le sucre fait partie des traits sélectionnés pour les mammifères. Et ce n'est pas pour rien. Le sucre est une source précieuse d'énergie. Le sucre est facile à utiliser, il est facile à stocker et ça permet de résister à des périodes difficiles de carence. Comment les souris, puisqu'ici il s'agit de souris, vont préférer le sucre? Comment est-ce qu'ils vont choisir les aliments riches en sucre? Donc, tout d'abord, pour mettre en évidence ce phénomène, je vous montre un petit peu la façon dont les auteurs qui ont publié cette revue l'année dernière, dans une revue scientifique de haut facteur d'impact, ils ont mis en évidence le fait que des souris à qui on donnait le choix entre le sucre et de l'eau, sauf si elles sont déshydratées et qu'elles ont besoin d'eau, elles vont préférentiellement choisir le liquide sucré. Si elles ont le choix entre l'eau et le sucre, elles boivent le sucre. Elles boivent l'eau sucrée. Le soda. Si elles ont l'édulcorant, elles consomment presque exclusivement l'édulcorant. Donc, elles aiment le goût sucré. Le goût, on me dit que ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc, le goût sucré est quelque chose qui leur procure du plaisir et qui va les amener à choisir les aliments qui ont le goût sucré. Et quelque chose qui a fait l'objet de cet article et qui est découvert, donc d'une découverte récente, c'est que les animaux savent choisir entre le sucre et l'eau parfumée avec un édulcorant. Si ces souris ont le choix entre un liquide sucré avec du vrai sucre et un liquide sucré avec un édulcorant, elles consomment au début les deux solutions à égalité. C'est ce qui est indiqué ici. En bleu, c'est les petits coups de langue sur l'édulcorant. En rouge, c'est les petits coups de langue sur le liquide sucré. Et au début, les souris vont piocher de façon égale entre les deux bidons de liquide. Et puis, au bout d'une vingtaine d'heures, eh bien, les animaux ont appris à reconnaître ce qui va leur profiter le plus, à savoir le sucre, et elles vont piocher presque exclusivement dans le liquide sucré. Elles abandonnent l'édulcorant. Si on creuse un petit peu plus loin le système qui favorise la consommation du sucre par rapport à l'édulcorant, on voit qu'au-delà d'un choix qui est basé sur le goût, qui reçoit ces informations de la langue et qui est assez évident, enfin, je veux dire, beaucoup de gens préfèrent le sucre, en particulier les enfants, c'est un goût très élémentaire. Il existe dans l'intestin un autre système qui passe par le nerf vague et qui va transmettre aux neurones situés dans le tractus solitaire, peu importe, dans le cerveau de la souris, des informations qui vont se traduire par une activation du circuit de récompense, les encéphalines, qui vont permettre de développer le plaisir, et qui fait que l'animal, quand le sucre lui arrive dans l'intestin,
elle va ressentir du plaisir qui fait qu'elle va choisir la bouteille dans laquelle elle a appris à reconnaître la substance qui lui procure le plaisir. Alors, dans l'espèce humaine, la consommation de sucre est aussi motivée par le plaisir. On n'a pas fait, bien entendu, ce genre d'études qui nécessitent naturellement qui sont agressives, qui ne seraient pas éthiques. Mais on sait que dans l'espèce humaine, la consommation de sucre est aussi motivée par le plaisir, que l'édulcorant n'apporte pas toujours le même plaisir que les boissons sucrées de façon classique. Et désormais, le plaisir que nous procure le sucre va au-delà de nos besoins nutritionnels, mais probablement on a hérité ce choix du sucre d'une période où un individu qui ne consommait pas tout le sucre qu'il pouvait quand il pouvait avait moins de chances de résister à la période de famine qui ne manquerait pas de se présenter dans les années suivantes. Alors, on va abandonner maintenant la génétique pour parler de l'épigénétique dans le déterminisme du poids. Donc l'épigénétique, comme son nom l'indique, c'est une modification de l'expression de nos gènes qui ne concerne pas l'ADN elle-même. Les gènes sont portés normalement par une séquence d'ADN. Et quand on parlait par exemple de souris qui étaient déficientes en leptine, c'était l'ADN lui-même qui était muté et les souris ne pouvaient pas fabriquer l'hormone, la leptine. Il y a d'autres modifications qui ne concernent pas l'ADN, mais qui vont être ajoutées sur la molécule d'ADN et qui vont rendre éventuellement l'ADN inaccessible et faire en sorte qu'un gène qui existe et qui est sain ne peut pas être traduit en protéines. Et donc, ces modifications épigénétiques sont par exemple introduites pendant la phase embryonnaire chez l'enfant durant la gestation. Une illustration du rôle de l'épigénétique, chez les enfants exposés in utero à une famine, on observe à l'âge adulte, après 40 ans après la naissance, une plus grande fréquence de diabète. Et ceci a été mis en évidence dans deux contextes. Chez les enfants qui étaient nés pendant la grande famine en Ukraine dans les années 32-33, et puis en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, dans ces deux contextes, les individus dont la maman avait été touchée par une extrême famine avaient à l'âge adulte un plus grand risque de développer une obésité et un diabète que les enfants de la même région, nés à la même époque, dans des zones non touchées par la famine. Donc, on a vu donc le rôle culturel, socio-économique, on a vu le rôle de la génétique et de l'épigénétique. Et je vous propose de voir deux derniers éléments qui sont impliqués dans le déterminisme de la prise de poids et la constitution de l'obésité. C'est le rôle du rythme nictéméral dans la prise de poids. L'obésité et le diabète sont plus fréquentes chez des personnes qui travaillent de nuit ou qui sont soumises à de fréquents décalages horaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate. C'est quelque chose qui a été bien démontré par différentes études. Le mécanisme exact est encore mal établi. On sait toutefois que le rythme qu'on a dans l'organisme est un rythme jour-nuit qui optimise le fonctionnement de l'organisme. Les protéines qui sont fabriquées en période obscure ne sont pas les mêmes que les protéines qui sont fabriquées en période de jour. Nos cellules ne fonctionnent pas de la même façon en période de nuit qu'en période de jour. Et ce fonctionnement est adapté aux besoins. Le fonctionnement de nos organes en période de nuit est orienté vers la synthèse protéique et la réparation, tandis qu'en période de jour, il est orienté vers le stockage de l'énergie qui se fait de façon appropriée, de façon efficace et de telle sorte d'éviter les désordres métaboliques. Si on consomme des aliments pendant la nuit, notre organisme est moins prêt à les recevoir et probablement le stockage se fait de façon moins appropriée, moins régulée par l'appétit, moins en adéquation avec nos besoins. Alors, le dernier élément que je voulais mettre en évidence, qui est assez récemment étudié, c'est le rôle du microbiote intestinal. Donc, on a tous dans notre organisme des micro-organismes qui sont des germes commensaux qui habitent ici l'intestin, par exemple. Il y a d'autres zones de l'organisme qui ont d'autres flores.
Mais la flore intestinale est quelque chose de très important numériquement et en poids. Par exemple, on a 2 kilos de bactéries à peu près dans l'intestin. Et ces organismes, ces micro-organismes ne sont pas du tout neutres sur le fonctionnement de notre corps et sur l'appétit et sur l'état inflammatoire, la bonne santé de notre organisme. On a déjà mis en évidence une différence de composition de notre microbiote intestinal en fonction de notre alimentation. Si on a une alimentation plutôt à base d'aliments dont la densité énergétique est faible, c'est-à-dire des aliments riches en fibres et dont la digestion est longue et complexe, on a une flore intestinale qui va favoriser la formation d'une barrière protectrice entre la lumière intestinale et la barrière intestinale. Et également, on a une bonne qualité de cette barrière intestinale. Comme vous avez vu l'importance du rôle de l'intestin dans la régulation de l'appétit, la qualité de la barrière intestinale est associée à des mécanismes de satiété adaptés. Un individu en obésité, s'il consomme des aliments à haute densité énergétique, riches en graisse, riches en sucre, avec peu de fibres, des sucres raffinés, la flore intestinale est différente, qui est plus riche en bacilles gram-négatifs, qui sécrètent des substances qui sont agressives pour le mucus et la barrière intestinale. Et du coup, on a des lésions de cette barrière intestinale, ce qui crée un mécanisme inflammatoire qui va favoriser des complications liées à l'obésité, par exemple le diabète, des altérations du foie, et également va altérer les mécanismes de la satiété, si bien que la boucle qui est censée normalement adapter la satiété aux apports va fonctionner de façon insuffisante. Chez le rongeur, l'obésité peut être transférée par un transfert de microbiote intestinal. On a par exemple une souris normale qui a un microbiote normal, une souris obèse dont le microbiote est altéré. Si on prend une petite souris qui n'a pas du tout de microbiote intestinal, dont on a détruit le microbiote intestinal ou qui est née comme ça, en lui transférant un microbiote normal, elle va garder un poids normal. Si on lui transfère le microbiote d'une souris obèse, elle va devenir obèse. Et donc ça, c'est quelque chose qui montre l'importance du microbiote intestinal dans la régulation du poids. Alors, le dernier élément qui fait partie aussi des mécanismes qui peuvent conduire à l'obésité sont les traumatismes psychosociaux. Et quand on prend en charge des personnes en obésité, on a en général des histoires de vie qui sont extrêmement lourdes et douloureuses. Pas toujours, bien entendu, mais beaucoup plus souvent que ici, je vous cite une étude qui a montré que les femmes obèses rapportaient 10 fois plus d'antécédents d'abus sexuels, 4 fois plus de violences physiques que des femmes de corpulence normale. Et puis, un peu chez toutes les personnes en obésité, on sait qu'il y a des alimentations qui sont liées au stress, parfois des troubles du comportement alimentaire, et parfois des explications que donnent certaines femmes qui ont été par exemple abusées dans l'enfance, qui expliquent que le fait de devenir obèse était fait pour se protéger un petit peu de leur environnement, devenir moins attirantes vis-à-vis de leurs agresseurs, qui étaient parfois des personnes de leur famille. Enfin, donc on a des tas d'explications dans des cas ponctuels, mais ces histoires de vie pénibles et douloureuses sont beaucoup sous-estimées et doivent bien entendu être prises en charge dans le traitement des personnes qui consultent pour obésité. Donc, ce schéma, juste pour rappeler que les mécanismes impliqués dans la constitution et le maintien de l'obésité sont multiples. Ils passent toujours par un déséquilibre de la balance apport-dépenses énergétiques. Et là-dessus, beaucoup d'éléments sont en jeu, le patrimoine génétique, des hormones, des lésions de l'hypothalamus, le microbiote intestinal, les agressions in utero, le niveau socio-économique, des traumatismes et la pression sociale, etc. Pour finir, je voudrais donner quelques éléments qui résultent de ces données dans la prise en charge des personnes en obésité. Quand on prend en charge une personne en obésité, la première chose, c'est de déculpabiliser.
expliquer que l'obésité, on a bien compris que ce n'était pas un choix de vie, c'est une maladie reconnue par l'OMS. En effet, il y a beaucoup de notions qui sont assez dans l'inconscient collectif, qui est qu'une personne obèse, c'est une personne qui n'a pas le courage d'arrêter de manger quand elle n'a plus besoin de manger. C'est quelqu'un qui est plutôt un caractère faible. Du reste, parfois les gens s'excusent d'être obèse. Je veux dire, ah bah oui, c'est que oui, je sais, je devrais avoir le courage de, etc. Bon, donc non, l'appétit, il dépend de plein de choses. On n'a pas tous la même base génétique, on n'a pas tous la même histoire de vie. Et l'obésité, on n'est pas du tout égaux devant la prise de poids. La deuxième conséquence de ces notions de physiologie et puis d'éléments qui amènent à l'obésité, c'est le fait que la prise en charge, elle doit être globale. La multiplicité des causes de l'obésité doit conduire à essayer d'agir sur chacun de ces causes. Donc déjà, traiter la dépression, traiter le stress, prendre en charge les traumatismes de la vie quand il y en a. On va également agir sur les comportements, et notamment les comportements pendant les repas. Il est important de structurer les repas pour des tas de raisons physiologiques. Cette fameuse boucle qui fait sécréter de la leptine qui va arrêter la prise alimentaire lorsqu'on a atteint la bonne quantité d'aliments, eh bien, il faut du temps. Si on ne prend pas un repas en au moins 30 minutes, la satiété ne vient pas, il faut le temps. Donc c'est pour ça qu'il est important de manger lentement, de façon à laisser le temps à l'intestin d'envoyer les signaux, le temps que l'hypothalamus, le système nerveux central reçoivent ces signaux, et le temps que l'organisme reçoive l'indication que le repas a suffisamment duré, que les réserves ont été refaites. Oui, je disais qu'il était important de retrouver une structure et une durée des repas pour permettre au mécanisme de la satiété de se remettre en place. Si on n'a pas des repas qui durent une trentaine de minutes, les mécanismes physiologiques de régulation de l'appétit n'ont pas le temps de se mettre en place et la prise alimentaire est habituellement trop importante par rapport aux besoins. Donc, il est important de faire prendre conscience de ça et de permettre aux personnes qui souhaitent contrôler leur poids de retrouver la notion de satiété, d'appétit et de plaisir. Les repas se prennent assis, l'assiette doit être composée en une fois, il doit être bien présenté, il faut s'asseoir devant son assiette 3 fois par jour. Tout ça, c'est des choses qui font partie de la prise en charge et qui sont... la raison en est tout simplement le fait qu'il faut laisser les mécanismes physiologiques se remettre en place. Alors, diminuer les apports caloriques en augmentant le volume des repas, ça, c'est encore pour permettre à la satiété de se mettre en place et pour permettre aussi de reconstituer une flore intestinale adaptée à la bonne transmission des mécanismes de la satiété et aussi qui va permettre une meilleure santé. Je vous ai parlé des bactéries qui favorisaient l'inflammation et qui favorisaient le diabète et qui favorisaient aussi la mauvaise transmission du signal de la satiété, la surcharge de graisse au niveau du foie. Si on arrive à modifier sa flore intestinale de façon à retrouver le bon équilibre de bactéries qui assure une protection de la barrière digestive et la bonne transmission des informations, on va améliorer non seulement son poids, mais on va surtout améliorer la santé et on va diminuer les comorbidités associées au poids. L'activité physique aussi, c'est très important parce que beaucoup de personnes qui sont en obésité ont beaucoup suivi de régime. En suivant un régime, on va le voir sur la diapositive suivante, l'organisme s'adapte et se met à la restriction. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que parfois, on ne peut plus diminuer les apports. Sinon, on est en carence, c'est plus viable. Et une partie importante est d'augmenter l'activité physique de façon à jouer sur la partie dépenses. Donc, en effet, jamais de régime parce que la boucle à long terme qui nous permet, quand ça marche bien, de stabiliser notre poids, pour les personnes qui sont en obésité, va les amener à stabiliser leur poids à un niveau élevé. Donc, si on perd du poids par une restriction, l'organisme va tout mettre en œuvre pour réaugmenter le poids et revenir au poids de base, en augmentant l'appétit et en diminuant la dépense énergétique. Et les gens qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont perdu du poids par des régimes successifs,
ont une dépense énergétique qui est très faible. Et ce qui fait que s'ils se remettent à un moment donné à manger ne fût-ce que normalement, ils vont reprendre non seulement leur poids, mais parfois au-delà de leur poids habituel. Tout ça signifie aussi qu'il faut des objectifs de poids réalistes. On ne peut pas perdre du poids de façon importante quand on est en obésité, mais diminuer de 5 à 10% le poids du corps améliore les complications, notamment peut faire disparaître le diabète, peut faire améliorer le pronostic cardiovasculaire, respiratoire, soulager les articulations. Et donc, il ne faut pas considérer que c'est un échec que d'avoir pris. Au contraire, c'est un succès d'avoir perdu 5 ou 10% du poids du corps. Pour une personne de 100 kg arrivée en pesée 95, c'est bien. Et l'espérance de vie augmente, la santé des différents organes s'améliore et le confort également s'améliore nettement. Il faut par ailleurs des traitements pour réduire les symptômes des différentes complications de l'obésité. Alors, on a des traitements d'exception qui sont la chirurgie bariatrique. Ce n'est pas le sujet, mais il faut savoir que ça existe lorsque la perte de poids doit être très importante car le pronostic vital ou le pronostic de santé est en jeu. Et puis, on a des traitements qui sont peut-être des traitements d'avenir. Les hormones qui régulent l'appétit, comme le GLP-1, on peut le donner. Et on commence à le donner parfois chez des personnes qui sont obèses. On a aussi dans la voie métabolique qu'on a vu tout à l'heure, le fameux récepteur MC4 qui donne une obésité quand il est détruit. On a des molécules qui activent le récepteur MC4 qui sont à l'état d'essai. Et puis, il y a des études qui sont en cours pour modifier aussi le microbiote intestinal dans le bon sens. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que la prise en charge d'une personne en obésité comporte une approche somatique, bien sûr, mais aussi psychologique, socio-économique et comportementale, pour tenir compte de la complexité des causes de la maladie. Et autant que possible, elle est souhaitable dans le contexte d'une équipe multidisciplinaire qui permet de compléter les compétences. Il faut aussi s'attendre à soutenir et à suivre le patient sur le long terme. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation, extrêmement passionnante et intéressante et nouvelle pour des gens comme nous, plutôt formés à l'histoire de la philosophie ancienne et à la philosophie en général. J'espère que nous allons pouvoir entamer un dialogue. Catherine, tu as une question? Oui. Enfin, je ne sais pas si je vais arriver à la formuler clairement, mais c'est à propos de l'appétit. Donc, vous avez noté que l'appétit est fonction de quantité de facteurs, le système nerveux, les gènes économes ou pas, la barrière, les mécanismes de satiété induits par la barrière intestinale, les facteurs externes. Je n'ai pas vu si vous aviez des exemples épigénétiques pour rendre compte de modifications ou de création d'appétits particuliers. Est-ce que l'épigénétique joue un rôle dans l'appétit? Sans doute, oui. Les exemples qu'on en a sont essentiellement le fait que les enfants dont la maman est soumise à des restrictions vont avoir tendance à être de petits poids de naissance, mais à prendre du poids plus facilement par la suite. Donc, c'est essentiellement ce principe-là que j'ai illustré par l'exemple des deux famines, etc., mais qu'on peut aussi mettre en évidence, comme autre exemple d'épigénétique, s'il y en a un autre, par exemple, c'est le fait de favoriser le diabète. Chez une maman qui a un diabète, bien sûr, ses enfants sont prédisposés à développer du diabète parce que c'est des gènes qu'on transmet. Le diabète est en partie génétique. Mais une maman qui a un diabète pendant sa grossesse va avoir plus souvent un enfant qui va être prédisposé au diabète à l'âge adulte que si, par exemple, elle a eu, avant d'être diabétique, des enfants. Et donc, pendant la grossesse, elle n'avait pas ce diabète. Les enfants aînés qui n'étaient pas exposés au sucre pendant la gestation vont être moins souvent diabétiques
que les enfants plus jeunes, qui ont été portés, qui ont été conçus alors que la maman était devenue diabétique, et donc qui ont été exposés au diabète pendant la grossesse. Et donc, ça permet de faire la distinction entre le patrimoine génétique qui est identique pour toute la fratrie et les enfants plus jeunes qui sont nés après la découverte du diabète chez la maman, qui sont plus souvent diabétiques que leurs aînés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui. Et puis j'en aurai une seconde et après je me tais. Oui, est-ce que vous pourriez justement revenir sur la question du plaisir? Le plaisir, vous en avez parlé à propos oui, le plaisir de récompense. Est-ce que vous pourriez rassembler ce que vous avez dit à propos du plaisir? Oui. Disons que le plaisir nous permet d'illustrer un petit peu le choix de certains aliments. Certains aliments dont l'organisme a considéré au cours de la sélection qu'ils étaient bons pour l'espèce vont induire une sécrétion au niveau du cerveau de certains neurotransmetteurs, par exemple les encéphalines, les endorphines, qui font que l'organisme va ressentir, ici l'animal va ressentir du plaisir, mais c'est vrai très certainement chez l'homme. Et donc ces circuits sont activés lorsque certains aliments sont consommés. Donc on peut considérer que certains aliments sont choisis du fait qu'ils procurent un plaisir. Alors, actuellement, dans le contexte actuel, le contexte d'accès à l'alimentation, ces aliments plaisir, entre guillemets, sont peut-être pas les plus adaptés à notre santé. Néanmoins, ces circuits qui ont amené les individus à choisir ces aliments plaisir sont des circuits qui favorisaient la survie de l'espèce et le fait d'avoir des descendants lorsque ces aliments plaisir permettaient de stocker et de résister ensuite à des stress. Donc, parmi ces aliments associés au plaisir, il y a en fait essentiellement, ce qui est bien connu, c'est les aliments sucrés. Je peux aussi donner un autre exemple d'aliments qui sont favorisés lorsqu'on en a besoin. Par exemple, la consommation de sel. On connaît des maladies qui sont caractérisées par un manque d'hormones qui permettent de retenir le sel. Par exemple, l'insuffisance surrénale. L'insuffisance surrénale, c'est une situation dans laquelle les personnes qui ont les surrénales détruites vont perdre du sel et vont risquer de mourir d'hypotension. Or, ces personnes, quand l'insuffisance surrénale se développe et n'est pas encore diagnostiquée, elles vont avoir une appétence pour le sel qui augmente. Et donc, c'est un petit peu elles reçoivent des signaux clairement de leur organisme qui leur indiquent qu'elles ont besoin de sel, et la consommation de sel leur procure plus de plaisir que lorsqu'elles étaient en bonne santé, que leur surrénale fonctionnait bien. C'est une illustration du fait que parfois, certains aliments qui sont nécessaires sont associés à un plaisir, et parfois certains aliments qui étaient nécessaires mais qui ne le sont plus sont quand même associés à un plaisir parce que l'espèce a sélectionné l'appétence pour ces aliments-là. D'accord. Je me permets, si personne ne souhaite poser une question, je me permets de vous en poser une. J'étais intrigué par la notion de poids de base que vous avez posée au début. Et je me demandais ce qu'était en fait, j'ai l'impression que ce qu'était en fait ce poids de base. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le poids de base vous retrouve toujours. Et je voulais savoir si ce poids de base fonctionnait d'une manière, si je puis dire, selon une homéostasie, c'est-à-dire que c'était un poids bon ou optimal pour l'individu, ou enfin, ce qu'était ce poids de base pour l'individu. Est-ce que c'est quelque chose de bien, de bon pour l'individu, ou est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est? Parce que en fait, on n'y échappe pas finalement à ce poids de base. C'est comme ça que vous avez terminé votre exposé, c'est-à-dire que... Oui, c'est vrai. Alors, lorsque l'individu a la chance d'avoir un circuit qui fonctionne bien, c'est-à-dire toutes les gènes, toutes les hormones bien en place, le poids de base va être un poids en général optimal, qui est avec un indice de masse corporelle entre 18 et 25, et donc qui est approprié à la santé.
c'est le poids pour lequel on a la plus longue espérance de vie. Si on est trop maigre, on n'a pas une bonne espérance de vie. Si on est obèse, on n'a pas une bonne espérance de vie non plus. Et donc, lorsque l'organisme est en bonne santé, le poids de base est effectivement un poids relativement optimal. Et ensuite, il y a des personnes pour lesquelles ce circuit se dérègle, soit avec le temps, soit peut-être sous l'effet d'événements de vie, d'habitudes sociales défavorables, de toutes sortes de choses qui peuvent moduler un petit peu le bon équilibre de ce circuit. Et à ce moment-là, le poids de base va augmenter insensiblement. Et du coup, le poids de base s'éloigne du poids optimal. Et le poids de base, le poids d'équilibre, ce qu'on appelle le poids d'équilibre, n'est plus le plus approprié à la santé. C'est un poids dans lequel l'organisme tend à se retrouver, mais ce n'est pas celui qui lui permettrait d'être dans la meilleure santé possible. C'est pourquoi à la fois la personne qui est en surpoids et l'équipe de nutritionnistes ou de diététiciens qui l'entourent va essayer de l'aider, de s'éloigner de ce poids qui n'est pas favorable. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai une autre question qui s'adresse plutôt aux spécialistes de la médecine hippocratique que je ne suis pas. En fait, je me demandais, ce qui est très frappant, c'est, excusez-moi, c'est que vous, en fait, pour nous, vous ne répondez pas à la question directement pourquoi mangeons-nous, mais pourquoi mangeons-nous trop, ou quelles sont les pathologies de la nutrition, ou encore pourquoi devient-on obèse. Et vous avez très bien expliqué qu'il y avait plusieurs types de facteurs, plusieurs explications. Mais je veux parler, mais il ne voit pas. Excusez-moi, vous ne voulez pas poser une question, Solène Karoff? Bon, en tout cas, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, d'un certain point de vue, pour nous, vous déplacez un peu la question pour envisager, mais c'est normal, la question de la pathologie. Si vous êtes médecin, c'est normal. Mais ma question était de savoir, donc c'est une question adressée aux spécialistes de la médecine hippocratique, est-ce que cette question est envisagée par Hippocrate ou Galien? Et à première vue, je ne voyais pas de traité d'Hippocrate sur la question, mais c'est sans doute mon ignorance. Et j'aurais voulu que peut-être que vous disiez, si Alessia ou Catherine, parce que Julien a dû partir, de quelle façon cette question du poids excessif est pris en charge dans la collection hippocratique par les médecins. À ma connaissance, non. Alessia, tu as des... J'ai bien saisi parce que c'était la question m'est parvenue très saccadée parce qu'il y avait beaucoup de blanc. Est-ce que la question du surpoids est-elle traitée? Oui, c'est tout à fait ça. Non, pas du tout. Bon, il y a une question de tempérament, c'est le tempérament pimélodès, c'est-à-dire où la graisse est bien plus présente, mais il n'y a pas vraiment non, j'essaie de voir un peu, non, même par exemple dans la société, disons, impériale, qui était la plus riche et la plus, disons, vouée au plaisir. La vraie pathologie, c'était peut-être la goutte, finalement, donc les conséquences d'une prise de poids, mais la prise de poids ou bien le surpoids à lui-même n'était pas considéré comme pathologique. Je voudrais ajouter à ça que en Grèce ancienne, on a toujours allégué pour rendre compte de cette relative invisibilité des obèses, le fait que des facteurs socio-économiques précisément. C'est-à-dire que les écarts de richesse en Grèce sont quand même quand ils augmentent, sont quand même relativement réduits par rapport à ce que nous sommes capables de produire comme écart. D'où une relative uniformisation des modes de vie. Et alors, il y a le cas particulier des athlètes. Les athlètes, ils étaient socialement faits pour manger beaucoup. Et pour être... on les nourrissait d'une façon spéciale et eux avaient droit à une abondance, mais qui était compensée par le fait qu'ils étaient des athlètes. Donc, ça n'a pas débouché
sur une réflexion sur l'obésité. Non, pas sur l'obésité, peut-être sur la nature des aliments. Voilà. Oui, ils pouvaient beaucoup manger. Il y a une anecdote qui est assez connue chez Galien sur la consommation des champignons, finalement, qui, pour des questions morales, même pour un athlète, comporte des sacrés problèmes de santé. Donc, mais sur la quantité, oui, c'est vrai. A contrario, finalement, dans l'ancienne médecine, il y a toutes des règles de ce que c'est la bonne alimentation et l'alimentation, disons, qui est liée, strictement liée à la naissance de l'art médical. Donc, l'aliment, c'est le médicament, quoi, plutôt que comme quantité d'énergie. oui, bah, c'est le fameux concept d'alicament et qui est né avec finalement la révolution hippocratique, médicale hippocratique. Parce qu'en tant que facteur qui modifie l'état du corps, même l'aliment est un médicament. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quelqu'un voulait poser une question, mais je ne le voyais pas parce qu'on ne peut pas voir toutes les personnes étant donné la disposition. Est-ce que quelqu'un veut poser une question en utilisant la petite main, si je puis dire? Voilà. Concernant effectivement l'alimentation des athlètes, Aristote est un bon témoignage sur la question du juste milieu ou de la mésotesse, sur la question de la meilleure alimentation des athlètes. Il y a un point qui est tout à fait frappant et qui est aussi étranger à l'ancienne médecine, c'est la dimension génétique. En fait, même du point de vue de la curiosité, je ne pensais pas que c'était aussi présent dans la médecine contemporaine et dans la recherche sur l'obésité, le point de vue génétique, c'est-à-dire le point de vue sur le temps long des modifications de l'alimentation. Mais ça veut dire que comment dire, excusez-moi de poser cette question parfaitement naïve, mais on date le changement d'alimentation qui explique l'obésité ça se mesure en siècles ou en années. C'est-à-dire que vous dites à partir d'un certain moment, l'absorption de sucre n'est plus utile, mais c'est à partir de quel moment? À partir de la fin c'est les Grecs ou c'est avant les... Comment vous... Oui, je pense que c'est relativement récent. Disons que si... Et puis, c'est pas pareil en fonction des pays. Si on voit, par exemple, ce qui se passe en Afrique subsaharienne ou en Inde, donc là, ils sont dans un stade où finalement, le fait d'avoir une appétence pour les aliments sucrés, ça peut rester bénéfique, du moins pour les populations qui ont des revenus bas, quoi. Je pense que je dirais que c'est depuis une centaine d'années que progressivement, certains pays ont observé que si on suivait parfaitement toutes les envies de sucre qu'on pouvait avoir, ça allait être mauvais pour la santé, quoi. Donc, il y a une prise de conscience là qui se fait. Donc, finalement, c'est un petit peu comme quand j'ai présenté les différents stades enfin, la théorie de Jacques, qui était qu'au début, les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, et l'Inde, il y a très peu d'obèses. J'ai un interne qui est un médecin de Côte d'Ivoire qui me dit personne n'a jamais consulté jusqu'à présent pour une obésité. Les gens ne consultent pas pour ça. C'est juste un marqueur de richesse, quoi. On ne va pas se plaindre d'être porteur d'un marqueur de richesse. Et donc, pour ces pays-là, je pense que c'est tout juste maintenant que ça commence à devenir délétère. Mais pour certains pays comme l'Europe, où on a la chance probablement d'avoir vécu des périodes d'abondance plus tôt, peut-être que ça tient une centaine d'années, quelque chose comme ça, où la vie est devenue moins rurale. Je pense que c'est le fait d'avoir perdu un petit peu l'activité physique qu'on avait quand on travaillait les champs et que maintenant on est en ville devant un ordinateur. C'est au moment de cette transition-là qu'on a que nos jeunes jouent des tours. Et excusez-moi, encore une fois, c'est ma curiosité, mais on parle d'une modification génétique sur une aussi petite période? Ah non, les gènes, ils sont là. Oui, alors... Ils sont favorables depuis qu'on a changé le mode de vie aussi rapidement. D'accord. Il a hérité il faut des milliers d'années pour le changer. D'accord, donc on est d'accord, très bien. Donc en fait, c'est une structure, c'est un conditionnement génétique qui a été stable sur des milliers d'années
et qui brutalement, sur les 100 dernières années, en tout cas pour les populations européennes, est devenu contre-productif, c'est-à-dire nous fait grossir. Voilà, et plus on est sédentaire et plus vite, plus on passe de temps assis et plus c'est délétère. Et la période actuelle est particulièrement délétère sous ce rapport. Je vous remercie beaucoup. Il y a un point il faut s'arrêter parce qu'il est encore déjà 17 heures, mais il y a un point qui est parfaitement dans notre sujet et je vous remercie de l'avoir pointé. Et ça, c'est au croisement de questions de génétique et de nutrition et de goût. C'est ce que vous disiez sur l'expérience des souris qui est effectivement très intéressante. C'est-à-dire que en fait, le goût pour le sucré est de l'ancien utile. C'est-à-dire l'appétence qu'on a pour le sucré est une ancienne appétence pour de l'utile. Alors que le sucré n'a pas toujours été agréable, c'est ça que vous... Oui, probablement, le sucré est devenu agréable à un moment donné au cours des millénaires de souris, enfin pour les souris en l'occurrence, mais c'est probablement vrai pour nous aussi. On a progressivement acquis cette appétence pour le sucre qui a permis à nos ancêtres de survivre et qui nous ont transmis, quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, nos ancêtres ne savaient pas reconnaître les aliments sucrés et ceux-là ont eu moins de descendants que ceux qui ont appris à le reconnaître progressivement. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, comme il est 17 heures, je vous remercie infiniment l'une et l'autre, Catherine Darbourpé-Chansky et Marie-Laure Raffin-Sanson, de vos exposés qui étaient très, très intéressants dans des genres différents. Et je crois qu'ils nous ont beaucoup appris. Je remercie aussi beaucoup les auditeurs et les participants à ce séminaire. La prochaine séance aura lieu le 15 avril et réunira 2 intervenants sur la question des rapports entre la santé et l'environnement. Nous vous en dirons un petit peu plus. Un intervenant sur la question dans l'Antiquité, à savoir Jocelyn Croizard et Sébastien Denis sur la question actuelle des rapports entre l'environnement et la santé. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir.